Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel plan d'urbanisation pour faire face aux constructions anarchiques en Côte d'Ivoire? Récemment, vous l'avez constaté, on a assisté à l'effondrement de plusieurs immeubles, à l'évacuation et à la destruction de quartiers précaires, de quartiers à risque. Malgré les drames à répétition et le danger qui guette les populations, ces sites sont réoccupés à nouveau, bien que l'État ait fait ce qu'il avait à faire certainement. Quelle est la source du problème et comment y faire face? Voici les préoccupations que nous allons exprimer aujourd'hui. Et pour les réflexions, voici les invités. Monsieur Célestin Kouala, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fofana. Vous êtes le directeur du logement, de la copropriété au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. C'est bien cela? Exactement, c'est cela même. Très bien. Je m'en vais tout de suite avec vous. On parle d'anarchie dans les constructions en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est faux? Je voudrais d'abord et avant tout vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au ministère de la Construction de sensibiliser nos compatriotes sur toutes ces questions-là et répondre tout de suite en disant que c'est vrai qu'il y a de l'anarchie, au moins sur 3 points. D'abord à travers l'importance des quartiers précaires, n'est-ce pas, au niveau de la ville d'Abidjan, moins dans l'intérieur du pays, mais surtout au niveau de la ville d'Abidjan. Anarchie aussi au niveau, j'allais dire, de toutes ces constructions qui sont faites parfois sans permis de construire. Ces 2 éléments sont largement suffisants pour attester qu'effectivement, il y a anarchie en matière de construction. Très bien, ça veut dire que nous n'avons pas raté du tout le sujet. Juste auprès de vous, le maire de la commune de Makori, M. Raoul Abi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, donc 2 casquettes. On vous posera 2 fois les questions sur le même sujet. Vous êtes d'accord, vous aussi, qu'il y a désordre, il y a un désordre incroyable dans les constructions en Côte d'Ivoire? Eh oui, un vrai désordre, pas seulement dans les constructions, mais aussi par l'occupation des sols. Les trottoirs occupés, les caniveaux occupés, non nettoyés. Abidjan, on a l'impression vraiment qu'on est dans un vrai désordre. Alors, puisque vous êtes vice-gouverneur, vous allez nous expliquer ce qui se passe aussi. Bonsoir, monsieur Nyoriba Koupo. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. On a souvent suivi vos émissions, on vous a lu quelquefois dans des journaux. Vous êtes souvent en colère contre cet état de choses. Vous pensez qu'il y a vraiment une solution? Oui, il y a une solution. Ah, mais vous le dites avec beaucoup d'assurance, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la solution? C'est un fait de société, on n'y peut rien, il y a une solution. Mais l'anarchie, il faut hiérarchiser. Hein. Il y a l'installation anarchique et il y a la construction anarchique. Les quartiers précaires sont dus à des installations anarchiques. Parce que la construction elle-même qui est dedans, elle n'est pas dans les normes. Donc on ne peut pas dire que c'est une construction anarchique. Maintenant, la construction anarchique, c'est comme le directeur du logement le disait tantôt, c'est une construction qui se réalise sans les normes, sans permis de construire, et donc à l'issue du contrôle de donc l'État. Il y a un désordre, tout simplement, il y a l'anarchie. Voilà. Et enfin, M. Doukwa Godé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président du conseil d'administration de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Oui. Et très souvent, on vous lit aussi dans certains journaux et vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous avez parlé pour la population, vous avez parlé pour les civils. Vous aussi, vous pensez qu'il y a un désordre, il y a de l'anarchie? Oui, c'est un désordre indescriptible. Tout Abidjan est désordre. Il n'y a aucun quartier qui échappe à cela. Quand on parle de construction anarchique, aucun quartier n'y échappe. Vous n'exagérez pas un peu en disant non, je n'exagère pas. Désordre, ce n'est pas fort ce que vous dites? C'est-à-dire quand on parle de construction anarchique, prenez les quartiers même les plus huppés, on constate des constructions anarchiques. Et comme le disait l'architecte à côté de moi, les constructions anarchiques, ce n'est pas seulement les installations anarchiques, ce n'est pas que les quartiers précaires. Même dans les quartiers, les cités où il y a des promotions immobilières, vous constatez que les constructions deviennent anarchiques. Très bien, donc on est d'accord sur le sujet. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons appelé aujourd'hui pour que nous puissions échanger. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à constater avec moi que les constructions anarchiques continuent dans Abidjan et ses environs, même à l'intérieur du pays. Ces derniers mois, on a constaté le gros effort fait par l'État de Côte d'Ivoire dans ce domaine. Mais la situation reste critique. Cet immeuble est situé à Makori, au quartier Biétré-Remblai. Depuis quelque temps, il fait l'objet de litiges entre les riverains et un propriétaire par l'intermédiaire de ses ouvriers. Cause, l'immeuble ne respecterait pas les normes de construction du quartier. Nous, on l'a vu en train de construire. On se dit que comme nous avons reçu ici l'autorisation de faire R+1,
qui serait en train de faire R+1. On a vu qu'il faisait R+2, on a interrogé les ouvriers. Ils ont dit non, qu'on doit faire R+7, qu'il y a même un ascenseur et tout ça. D'abord, il a obstrué toute la rue de l'autre côté là-bas. On a de la gêne, le bruit incessant des appareils, des machines et tout ça, et qu'on ne va pas le laisser continuer. Sauf que les riverains n'ont jamais pu rencontrer le propriétaire, notre équipe de reportage non plus. Monsieur Conan dit ne pas se sentir à l'aise ou même en sécurité chez lui. Ça nous gêne parce que c'est une montagne au milieu de notre concession, le ministère de la Construction. Mais nous, quand on construisait ici, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas être à moins de 4 mètres du mur du voisin. Ou tu construis sur le mur sans ouverture, ou tu te mets à 4 mètres avant de faire des ouvertures. Je vois que maintenant, je vais être obligé de mettre des rideaux à ma douche, parce que quand les gens seront installés là, c'est comme si j'étais à la plage. Après plusieurs tentatives de résolution, les habitants de ce quartier résidentiel de Makori disent attendre la décision des autorités communales et du ministère de la Construction pour stopper l'évolution de cet immeuble qui pourrait servir de prétexte aux autres constructions du genre dans le quartier. En attendant, M. Conan et certains habitants du quartier prennent leur mal en patience parce que n'ayant aucune alternative que de subir la présence de cet immeuble. À Adjamé Indénié, la famille Adjobi vit depuis plusieurs générations dans cette maison, presque dans un trou ou encore suspendu. C'est une cour familiale, donc nous sommes ici. Depuis mon enfance, on est nombreux. Moi, mes enfants, mon petit-fils, en tout cas nous sommes nombreux. Elle dit ne pas avoir le choix. C'est risqué, mais c'est une question d'habitude. Nous sommes habitués, donc on ne peut pas construire. Parce que c'est mal positionné, on ne peut pas construire. Donc c'est le peu là, c'est où on peut faire qu'on a fait une terrasse. J'ai vraiment peur du tout. Il est très profond. Et je pense qu'il va tomber les derniers jours. Tout comme cet immeuble et cette maison, elles sont nombreuses ces bâtisses qui ne respectent pas les normes de construction, souvent architecturales, de localisation ou même de qualité des matériaux utilisés. De Makori à Abobo en passant par la Riviera et Adjamé, le même constat. Les maisons et les immeubles construits de telle sorte à couper le souffle. Voilà. Vous avez suivi ce cadrage de Sita Soro, Soumaoro Suleiman et Astou Touré. Je voudrais m'adresser tout de suite au ministère de la Construction. Je le dis comme je sens, on construit n'importe où. J'ai envie de dire avec votre complicité. Je voudrais répondre tout de suite, réagir en disant qu'il n'y a pas de complicité du ministère de la Construction. Les règles en matière d'urbanisme, les règles en matière de construction sont très claires au niveau du ministère de la Construction. Il est bon de rappeler deux choses essentielles. Vous avez vu un immeuble R+7 qui est en train d'être construit. Premièrement, pour que dans une zone où on est en R+1, vous soyez autorisé à faire un R+7, il vous faut une dérogation. Il aurait été donc bon de préciser, par exemple, que la personne qui est en train de construire le R+7 a une dérogation. Il est fort probable que ce ne soit pas le cas. J'en suis quasiment convaincu. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il faut rappeler l'incivisme. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministère de la Construction systématiquement qui aura autorisé la construction de ce R+7-là, puisque c'est nous qui produisons les règles d'urbanisme particuliers dans les quartiers. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose également qui est essentielle en ce qui concerne l'élément que vous avez passé, c'est les quartiers précaires. Je le disais tout à l'heure, de ce point de vue-là, le gouvernement a pris ses responsabilités, mais totalement et entièrement. Depuis le 2010, nous avons sensibilisé les populations avec l'appui, n'est-ce pas, de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, mais également des municipalités. Sur l'ensemble des 5 quartiers d'Atekoubé, de Cocody, de Yopougon, d'Abobo et d'Adjamé, nous avons réalisé des démolitions parce que c'est quand même 6000 familles qui ont été recensées, qui ont été sensibilisées à travers des spots télé, à qui nous avons donné des kits de relogement, etc. Et récemment, vous avez pu constater que Gobelé, par exemple, GESCO au niveau du marché, etc., pour ne citer que ces quartiers-là, eh bien, des démolitions ont été faites. Parce que ce que nous, on veut, c'est que ces personnes-là, n'est-ce pas, puissent trouver des logements ailleurs. On reviendra certainement sur les populations parce que nous n'avons pas fait que démolir. Nous avons également des solutions face à ces démolitions qui ont eu lieu. Mais on préfère bien évidemment démolir ces quartiers précaires-là, n'est-ce pas, que de laisser les Ivoiriens vivre dans des conditions pareilles et puis qu'ensuite il y ait mort d'hommes. Donc c'est pour dire que nous, on assume entièrement nos responsabilités et tout est mené pour que ce genre de choses cesse.
Très bien. Lorsque vous avez vu ce reportage, vous avez vu ce monsieur qui est intervenu, il a dit très clairement, à plusieurs reprises, ils sont entrés en contact avec le ministère, parce que Biétry, quand même, là, ce n'était pas un quartier précaire. Les images que nous avons eu à voir, R+3, de R+3, on passe à R+7 automatiquement. Il y a un problème. Je comprends tout à fait votre... Il y a quelqu'un qui n'a pas donné la bonne information ou bien qui n'a pas donné la bonne autorisation. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler aux Ivoiriens que dans des cas comme ceux-là, dès le départ, dès que vous avez un bâtiment, puisqu'il avait l'information selon laquelle c'était R+1, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'on est en train d'aller au-delà du R+1, il ne faut pas hésiter à venir à la direction de l'architecture et des matériaux au niveau du ministère de la Construction au 4e étage ou à la direction de l'urbanisme au 3e étage pour savoir si votre voisin qui est en train de réaliser ce bâtiment a obtenu une dérogation du ministère de la Construction. Donc, vous avez ces deux adresses-là déjà que je donne aux Ivoiriens qui vous permettent de vous renseigner. Parce que j'imagine que ce genre de situation existe dans beaucoup de quartiers. 4e étage, direction de l'architecture et des matériaux. 3e étage, direction de l'urbanisme. Vous vous assurez qu'il a soit un permis de construire, soit une dérogation pour le faire. Je rappelle que lorsque dans un quartier en R+1, ou même en rez-de-chaussée simple, vous voyez un voisin qui est en train de construire en R+2 ou en R+3, si éventuellement une dérogation a été donnée, c'est le résultat du travail d'une commission, c'est le résultat d'enquêtes bien réalisées avec les voisins, après avoir pris leurs avis, etc., avant que cette dérogation ne soit faite. Ce n'est jamais donc au hasard, et c'est extrêmement important. J'ai toujours rappelé, même sur ce plateau-là, qu'il ne faut pas que les Ivoiriens oublient aussi qu'il y a toute la question de l'incivisme qui nous rattrape à chaque fois, donnant le sentiment que le ministère de la Construction ne fait pas suffisamment ou ne fait pas son travail. Malheureusement, il y a des Ivoiriens qui vont prendre sur eux de construire comme ça, comme disait notre frère, dans des opérations immobilières en rez-de-chaussée simple des villas, qui vont décider de construire un R+1 et un R+2. Là également, vous avez la brigade du ministère de la Construction qui démolit. Avant qu'on y arrive, il y a un nouveau décret que nous venons de prendre, qui est le décret 2014-363 du 12 juin 2014, qui est très clair sur ces aspects-là. Inviter les Ivoiriens à dénoncer toute situation qu'ils ne comprennent pas. Au niveau de la direction de la copropriété également, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans une promotion immobilière, vous avez acheté vos villas ensemble, en rez-de-chaussée simple ou même en duplex, et puis vous avez un voisin qui commence à faire un R+2, n'hésitez pas à venir à la tour au 4e étage ou au 19e étage. Très bien. Ceci dit, nous allons revenir sur les textes parce que les textes existent, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Monsieur le maire, nous avons vu cet immeuble, c'est tout de même dans votre commune. J'ai envie de dire, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu. Vous êtes passé juste à côté sans voir, vous avez fermé les yeux, non, vous avez laissé faire. Je l'ai vu, je connais très bien, on a intervenu plusieurs fois, mais comme nous dit le directeur, vous connaissez donc le dossier. C'est de l'incivisme notoire et caractérisé. Vous savez, nous concitoyens... Oui, mais excusez-moi de le dire, en même temps que vous dites l'incivisme, vous avez laissé faire. Non, on ne peut pas laisser faire, puisque le monsieur semble avoir une autorisation du ministère. Nous, on s'approche, il nous demande de construire R+1, on lui donne R+1. Voilà, c'est tout. Et puis après, il passe au route, il construit les samedis et les dimanches. Vous n'allez pas mettre la police, on met la police là. Les week-ends, il construit quand même. Je pense qu'il faut véritablement qu'au préalable, il y ait une transformation de mentalité de nos concitoyens. Honnêtement, je le dis franchement, parce que le maire passe tout son temps à faire la police dans les quartiers. On ne respecte rien. On ne respecte rien. J'ai décidé, par exemple, à Makori, que je ne donnerai plus d'autorisation pour des gens qui vont construire à R+1 ou R+2 sans parking. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va demander au ministère qu'on veut construire R+7. Voilà, et le ministère donne l'autorisation R+7. Moi, je n'ai plus à la main. Ils sont renseignés sur tout, ils savent comment contourner les règles. Alors, là, il y a un problème. Vous donnez R+3, par exemple, oui. Et puis au-delà, on donne R+7. Vous ne vous interrogez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va le voir, il dit non, j'ai l'autorisation du ministre, il vous le donne. Qu'il y a une commission qui s'est réunie, on a statué, etc. Et encore, ce que dit M. Conan Jonas est encore plus grave. Ils vont construire, quand ils vont à hauteur, leur fenêtre à plonger directement dans la cour du voisin. Combien de fois on n'a pas intervenu pour faire fermer les fenêtres? Et les bonhommes, ils ont des autorisations de construire. Alors, ce que moi je veux demander au ministère, puisqu'ils sont là, sur quelle base, sur quelles règles on se fonde pour permettre aux gens de construire R+5 dans les R+5 ou au-delà dans les zones résidentielles? Moi, ça, je veux comprendre ça. Je n'ai jamais compris. Cette question, on va la laisser en suspens. On reviendra là-dessus. Le temps de donner la parole à M. Doukoua Godé. Ça vous dérange quand vous entendez ça? Oui, non, mais moi, je suis très inquiet. Parce que la question que je me pose, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème des tests. On a les meilleurs textes. Mais comment on les applique? Quel est le suivi qui y est fait? Parce qu'il est important que tout le monde comprenne que force doit rester à la loi. On prend des tests,
il y a des services pour les faire respecter. Dans le domaine où nous nous situons, il y a le service du contrôle des ministères, service contrôle des mairies, service contrôle du district. Mais malgré tout ça, vous constaterez avec moi que les choses ne changent pas. Vous passez dans nos quartiers, il y a quelqu'un qui est en train de construire. On va voir, un jour on met dessus AD, c'est-à-dire à détruire, ou bien permis de construire PC. Mais 24 heures après, vous revenez et vous constatez miraculeusement que l'écriture a disparu, et puis le mur est monté et ça devient un bâtiment. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui est réellement chargé de faire le suivi, le contrôle et l'application des tests qui sont votés? C'est-à-dire que sinon, en matière de législation, on a les meilleurs tests. Que ce soit au plan législatif ou réglementaire, on a des meilleurs tests. Mais force est de constater que les tests ne sont pas respectés. Mais il est important que l'administration prenne ses responsabilités. Si le gare, il n'a pas à être là, mais il faut démolir, sans état d'âme. Et j'ai été heureux un jour quand je passais vers Boribana, mais j'étais heureux, j'ai dit enfin. Enfin, il fallait que cela arrive. Parce que vous n'allez pas laisser des gens dans des conditions, après, il va y avoir des dégâts, et c'est là qu'on va réagir. Mais il faut anticiper sur les événements. Je pense que l'État a les moyens d'agir. L'État a les moyens d'agir, mais vous pensez que l'État n'y va pas comme il faut? Bon, c'est une question d'homme. Ça, il ne faut pas se le cacher. On prend des tests. Il faut situer les responsabilités. Celui qu'on amène, qui est chargé de voir, peut-être que le directeur, il est dans son bureau, mais il y a des agents de terrain qui vont constater et qui vont mettre sur le mur ou le bâtiment qui est en train d'être bâti, qui ne respecte pas, peut-être que le gars, parce que pour construire un bâtiment, il faut avoir un permis de construire. 80% des bâtiments qui sont construits en Côte d'Ivoire ne respectent pas les normes de qualité. Simplement parce que les gens n'ont pas de permis de construire. À condition qu'on me dise qu'on peut délivrer un permis de construire à 24 heures. Parce que le permis de construire, c'est un document administratif préalable qui respecte un certain nombre de règles pour qu'on te le délivre. Et vous pensez que ces documents arrivent facilement? Alors, d'accord, monsieur... Non, ces documents n'arrivent même pas. Mais les gens construisent quand même. C'est-à-dire qu'il y a problème. Qu'on me dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on vient et qu'on prend un marqueur rouge à détruire, permis de construire, et que je suis content, je dis, mais tiens, ce monsieur-là, il n'avait pas à mettre un bâtiment ici, sur ce caniveau, ou bien à cet endroit, il n'avait pas à faire un R+2, parce que ou bien un R+4, parce que c'est une cité résidentielle. Et puis, 24 heures après, je viens, l'écriture a disparu, et puis le bâtiment continue. On lui a donné une convocation, il est allé et il est revenu. Monsieur le directeur parlait des dérogations. Mais les dérogations, ce sont des exceptions. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que les dérogations deviennent les règles. C'est-à-dire une dérogation, en principe, c'est une exception. Mais compte tenu de l'anarchie que nous constatons, on a l'impression que les dérogations vont devenir bientôt les règles. Très bien. Alors, monsieur Nyoriba Koupo, vous êtes architecte. Lorsque vous entendez tout ça, est-ce que ça vous donne l'impression qu'il n'y a pas un plan d'urbanisme clair? Est-ce que c'est vraiment la question? Votre préoccupation est où alors, lorsque vous entendez tout ça? Moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un peu l'historique de ce qui arrive. Parce que nous sommes en train de juger les conséquences. Et je souhaiterais qu'on n'accuse pas une structure. En fait, c'est un fait de société. Pourquoi cela arrive? Comment on aménageait la ville? Comment on la bâtissait? Comment on la construisait? Puis aujourd'hui, on est arrivé à un seuil de... je ne sais pas moi... Et c'est l'inacceptable actuellement. Inacceptable, Donc voilà. on en parle. On en parle. Alors, pour résumer toutes ces questions-là, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis c'est lointain quand même. Hein. C'est une question d'organisation. Il faut, la petite expérience que nous avons, il faut reconnaître que la ville, on prend la ville d'Abidjan. Cette ville-là a été construite
en 20 ans. Voilà, nous sommes sur un héritage. Le reste, à un moment donné, il y a eu une densification par endroits. Et il faut reconnaître que l'État était impliqué dans la production des logements. C'était l'État lui-même qui avait... La politique de la ville était basée sur donc, la politique du logement. Et les quartiers sont là, les exemples sont là. 220 logements, la Riviera, Cocody, la Cité des Arts, même à Marcory, tout se construisait selon les normes, selon les règles d'urbanisme. Et jusqu'en 80, il y a eu la crise. Il y a eu la crise mondiale, la crise économique, et la Banque mondiale a demandé à l'État de se retirer de la production donc, de logements, parce que ce n'est pas un secteur rentable. À partir de cet instant-là, tout a changé. Ça aussi, il faut le dire, parce que le contrôle a commencé à se faire, le contrôle de proximité, les chefs d'antenne, c'est dans les années 80, le ministère a jugé bon de faire le contrôle de proximité, parce qu'on a commencé à sentir que les gens construisaient sans permis. C'est là qu'il faut regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, les AD dont il parle, est-ce que ce n'est pas un phénomène dit peut-être au fait qu'il n'y a pas assez d'argent, ou bien au fait que les gens contrôlent peut-être mal, ou bien ils sont... l'anarchie a pris le pas, donc l'informel a pris le pas donc, sur le formel. Donc je disais que dans les années 80, le ministère a mis une stratégie de contrôle en place. Les antennes du permis de construire. Aujourd'hui, ça a évolué. Ces antennes-là sont toujours structurées de la même manière. Il y a quoi? Il y a 2 chefs d'antenne à Cocody, avec quelques bénévoles, qui contrôlent, regardez un peu, le périmètre de Cocody, la superficie. Ce sont ces agents-là qui contrôlent. Ça, c'est un. Donc, il y a un problème de contrôle. Et puis, maintenant, ce qui arrive, la crise qu'on a connue pendant, je dirais, 11 ans, parce que c'est depuis 1999 jusqu'en 2010, a accentué donc, cette anarchie-là. Et moi, je dis que cette crise est bienvenue. Ça a montré les faiblesses de la nouvelle politique de la ville que nous avons mise en place. C'est ce qu'il faut regarder. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Marcory résidentiel ou bien Marcory d'une manière générale, mais on oublie que Marcory avant était presque en périphérie. Mais aujourd'hui, Marcory est un site convoité qui donc n'est pas loin de l'aéroport et donc qui avait des petites villas basses. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça prend de la valeur. Mais ce qui a manqué peut-être, c'est d'autres études. Parce qu'on doit densifier à un moment donné, la ville a besoin de se refaire sur elle-même. Donc on met d'autres politiques en place. Peut-être ce sont ces politiques-là qui ont manqué. Effectivement, aujourd'hui, nous tous, nous regrettons ce qui arrive. Qu'est-ce qui a fait que ces politiques-là ont échappé à l'autorité? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été vu? On sort fraîchement d'une crise. Je vous dis que, parce que les gens disent la crise a bon dos, mais c'est une réalité. L'État a été affaibli. Même les techniciens que nous sommes, personne ne nous regardait. Et puis aujourd'hui, quand le maire dit que le ministère certainement donne des permis de R+5, mais est-ce que vous avez visité la façon de donner les permis de construire? Aujourd'hui, il y a 2 commissions qui sont installées. Il y a une commission qui est au district, qui délivre les permis jusqu'à R+3. Et le ministère qui délivre des permis au-delà de R+3. Mais ce qu'on constate dans ces quartiers-là, souvent les gens ont le permis de R+3. Et quand ils construisent, on a contrôlé les gars, déjà ils prévoient l'ascenseur. Donc dans son esprit, il sait qu'il va construire R+7. Mais R+3 déjà à Marcory, c'est pas bon. Parce que c'est des zones de R+1. Donc déjà, quand on va à R+3, on a déjà donc à la loi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et cette crise nous amène à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut mener une nouvelle réflexion pour pouvoir peut-être revoir la réglementation. Il y a d'autres études à mettre en place. Très bien, et il faut travailler avec les professionnels qui sont dans le privé, les architectes, les urbanistes, ils sont prêts à accompagner l'État. La crise a mis en lumière les faiblesses de tout un système. Voilà. Alors, c'est quoi là Évidemment, je voulais... Vous n'avez pas envie d'accepter qu'on dise que l'anarchie vient du côté je voudrais réagir de l'administration. Oui. Et je suis heureux de la réaction de mon frère et ami M. Coupeau, parce que je suis plutôt surpris par celle de M. le maire, dans la mesure où il est bon de rappeler, comme il l'a dit, je voudrais insister là-dessus, c'est quand même 2 commissions. Les municipalités délivrent avec le district, comme il le disait, des permis de construire. Les dérogations dont on est en train de parler, il y a combien de dérogations sur l'ensemble des R+3? Les dérogations sont infiniment insignifiantes par rapport à l'étalement de la ville, par rapport à l'ensemble des bâtiments en R+3. Les dérogations essentiellement vont porter sur des R+7 et des R+8. Mais il y en a combien des R+7 et des R+8 comparé aux R+3? Les constructions anarchiques dont on est en train de parler, ce n'est pas tant des R+7 et des R+8. Ça, c'est extrêmement important. Il faut peut-être qu'on regarde aussi à notre niveau les R+3
qu'on a autorisées dans les municipalités, etc. Est-ce qu'elles sont bien construites? Est-ce qu'elles ne sont pas construites de façon anarchique? Est-ce qu'elles respectent les règles de permis et tout et tout? Voilà ce dont on parle aussi. Donc nous, on est vraiment surpris qu'on dise probablement que là-bas, nous avons donné R+3 et puis hop, le ministère a donné R+7. Je dis non. Je dis non. Les règles, les bâtiments sur lesquels nous avons donné des R+7, il y en a très peu. Il y en a très peu. Nous avons conscience du fait que c'est une exception. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas de façon désordonnée que des dérogations viennent du ministère de la Construction. J'ai apprécié qu'on ait abordé, par exemple, le fait que l'État de Côte d'Ivoire n'aura jamais suffisamment de policiers pour mettre sur chaque chantier. Il ne faut pas rigoler avec ça. Le respect de la loi, c'est essentiel. Monsieur était en train de dire tout à l'heure qu'on a beaucoup de textes. Je voudrais rappeler aussi qu'ailleurs, bien qu'ils aient beaucoup de textes, jusqu'aujourd'hui, ils continuent d'en produire. Il ne faut jamais dire un État a suffisamment de textes, donc on s'arrête. Non, nous avons modifié le permis en 2014 à travers le décret dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte, par exemple, que le maître d'ouvrage, qui est responsable de la stabilité du bâtiment, n'avait pas conscience qu'il lui fallait un contrôleur. Aujourd'hui, ce contrôleur est imposé à travers ce décret. Ce n'est pas rien. Vous vous rendez compte que si vous voulez faire un R+3 aujourd'hui, grâce à ce nouveau décret, vous êtes obligé de prendre un contrôleur qui va s'assurer que vous avez fait des études de structure, que vous avez fait des études géotechniques en fonction de la structure et de la mécanique des sols, etc. Il va s'assurer que vous avez fait les fouilles selon les profondeurs indiquées. Si c'est une fondation, par exemple, qui doit aller à 1,80 m et que vous êtes arrêté à 50 cm, ce contrôleur-là a la responsabilité d'attirer votre attention là-dessus. Ce n'est pas rien en matière de texte. Donc, je voudrais rappeler que ces textes sont essentiels et pour continuer le débat, indiquer simplement que la responsabilité entre l'État central que nous sommes et l'État décentralisé que sont les mairies est partagée en ce qui concerne les constructions anarchiques. Et conclure pour dire vraiment que les dérogations sont quasiment insignifiantes dans la question de construction anarchique relativement à tous ces R+3 qui ont des permis. Je vous assure que c'est là justement notre inquiétude, monsieur le maire Abi Raoul. On a l'impression, quelque part, qu'on ne s'entend pas sur quelque chose. Non, on va s'entendre. R+3, R+7. Non, on va s'entendre. Oui, expliquez-nous. Voilà, pour moi, l'anarchie vient du fait que, dans un quartier résidentiel, le district ou la mairie autorise à construire R+3 après avoir regardé le dossier technique. Là, on construit R+3. Ce que je ne comprends pas, pourquoi aujourd'hui à Marcory, tous les immeubles qui sortent de terre à billetterie sont à R+7. Pour moi, l'anarchie vient de là. Ce n'est pas les R+3 qui sont conformes ou pas conformes. C'est le fait qu'on autorise des gens à construire dans un quartier résidentiel des immeubles à R+7, 8, etc. Là où il devait avoir R+3. Voilà. Et c'est ça qui me choque. Donc, je ne mets pas en cause le fait des permis. Les permis R+3, techniquement, le dossier... Oui, j'ai envie de dire qu'on a même le droit de le mettre en cause quand on n'est pas d'accord. Mais voilà. Je veux dire, lorsque vous regardez vous-même R+3, vous avez autorisé et puis subitement c'est R+7. Est-ce que vous posez la question, est-ce que vous allez jusqu'au bout pour arrêter le processus? Mais évidemment, il y a des immeubles que je fais arrêter à Marcory parce que le monsieur a eu R+3, il va au-delà. On l'a fait arrêter. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent les samedis, les dimanches, etc. On met la police, moi-même je me déplace. Je fais les porte-à-porte quand c'est comme ça. Je regarde. Et après, on me procure un document, on me dit, bon, c'est vrai. J'arrive. J'aurais bien aimé que monsieur le maire... Oui, monsieur le maire termine. Oui, allez-y. Ça, c'est pas ça qui est inquiétant. Qu'on a 2 ou 3 cas où la personne a R+3 et qui veut passer à R+4. Ça, c'est pas inquiétant. On peut l'arrêter tout de suite. Moi, ce qui me choque, c'est que d'emblée, quand on donne une autorisation dans un quartier résidentiel, on autorise quelqu'un à construire à R+7, à Marcory-Biétry. Pour moi, Marcory-Biétry est une zone marécageuse. On ne peut pas aller au-delà des R+1. Voilà mon problème. Voilà d'où vient mon anarchie. Ce n'est pas le fait de construire à R+3. Pour moi, déjà R+3, c'est déjà vraiment le summum. Mais aller au-delà, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Avant même que vous ne réagissiez, je voudrais la réaction de l'architecte. Marcory, R+3, en principe, on est d'accord là-dessus. Mais quand on va à R+7... Non, on ne peut pas être d'accord là-dessus. Il n'y a aucun cahier de charges qui dit qu'à Marcory, on doit construire R+3. C'est une interprétation de l'espace. Quand moi, je prends Marcory résidentiel, mais tout est en rez-de-chaussée, maxi R+1, c'est des duplex. Mais dès que vous allez à R+3, mais c'est une forme de dégradation. Mais je voulais dire, pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure les 2 commissions? Il faut connaître, le maire vient d'arriver, il ne connaît pas l'histoire de ces commissions. Et un maire ne devait pas être surpris qu'on ait donné un permis R+7 dans sa commune. Mais pourquoi il est surpris? Parce que tout simplement, les mairies ne font pas partie de la commission nationale qui est logée au ministère de la Construction. Ce sont les architectes Ce sont les architectes qui introduisent le permis de construire. C'est une anomalie. Donc ils le savent. Oui, mais c'est une anomalie. Mais le maire, même quand on donne une autorisation, c'est dans sa commune qu'on vient construire. Si le directeur technique
de la mairie de Marcory était dans la commission nationale, il pouvait déjà s'opposer. Ça, c'est un. Et puis vice-versa. Dans la commission qui est au district, le ministère n'a pas de représentant. Donc, on a l'impression qu'on construit plusieurs villes. Or, l'action devait être commune. C'est pour ça que je dis, la crise nous a montré les faiblesses de certaines pratiques sur le terrain. Nous devons aller au-delà. Parce que si on reste sur Marcory, mais moi, je peux prendre le maire au mot. Mais toutes les rues d'Abidjan sont devenues des rues commerciales. Qui autorise les boutiques, les constructions des boutiques? C'est qui, à votre avis? Les maires. Mais ce sont les maires. J'ai envie de dire accusé, défendez-vous. J'arrive. Je vais répondre. Oui, j'arrive. Mais moi, j'ai été directeur de l'habitat, je sais de quoi je parle. Quand on prend par exemple le boulevard de Marseille, le boulevard de Marseille, d'abord, c'est un boulevard inachevé, hein, parce qu'il n'y a pas de contre-allée. Mais qu'est-ce qui se passe? L'argumentaire, les mairies délivrent les permis de R+3. Donc R+1, R+1, il n'y a pas de problème. Donc tous ces magasins qui sont construits sont autorisés par le maire. Le maire. Sur le boulevard de Marseille? Sur le boulevard de Marseille. On arrive à Agamé, c'est pareil, tous les magasins qui sont construits, c'est le maire. Sur le domaine public. Sur la question, je voudrais la réaction de M. Doukoua avant que vous ne réagissiez. M. Doukoua Godé, un autre phénomène vient d'être soulevé. Oui, non, moi mon problème, il est que l'État, dans tous ses démembrements, que ce soit le ministère, que ce soit le district, que ce soit les mairies, doivent s'entendre dans une commission pour produire des logements qui assurent la sécurité des Ivoiriens que nous sommes. Parce qu'on se rend compte, comme le disait monsieur le directeur, est-ce que réellement, avant toutes ces constructions-là, il y a des études géotechniques qui sont faites? Est-ce que tout le matériel qui est utilisé correspond réellement à ces constructions? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des fondations qui sont inadaptées. Et c'est quand le bâtiment s'écroule que tout le monde s'émeut. Alors qu'on aurait pu anticiper sur ces choses-là. Il n'y a pas que Marcory. Mais vous, bien entendu, il n'y a pas que Marcory. Vous tournez partout. Cet exemple qui est frappant. Vous allez à Yopougon aujourd'hui, il y a des quartiers où il n'y a... Parce que le gars qui a son terrain, sinon son lot, il veut l'exploiter au maximum, puisqu'il n'y a plus d'espace. Donc les gens construisent de plus en plus en hauteur. Il faut que les services de l'État, quels qu'ils soient en mesure de veiller à ce qu'on ne vienne pas après quand l'immeuble va s'écrouler. Parce que vous voyez, tous les quartiers de Yopougon, le quartier Maroc ou Ananéré ou au-delà, aujourd'hui, ce n'est pas comme le quartier Sikoji qui datait où l'État était promoteur immobilier à travers la Sikoji ou la Sogefia, où on faisait les maisons basses. Aujourd'hui, les gens construisent en hauteur. Et vous verrez, on dit, bon, R+4, au-delà, vous devez mettre un ascenseur. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il fait R+4, il s'arrête là, et puis il met un petit truc en haut, pour dire non, là, c'est pas un bâtiment, c'est tout juste une petite maison que j'ai déposée là-dessus. Mais ça n'a pas de sens. Je pense que c'est des choses qui sont très graves. Si nous voulons aller à l'émergence, il est important, certes, les mentalités doivent changer, mais les tests, c'est vrai qu'il faut les adapter, mais commençons par respecter les tests qui existent. Il faut les faire respecter. Et toutes les personnes qui vont pour faire ces contrôles-là, il est important qu'ils les rencontrent à leur supérieur et que si les contrôles sont mal faits, que des sections soient prises, de telle sorte que chacun à son niveau puisse assumer sa responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le maire, oui, je reviens à vous. Monsieur le maire, et ensuite, vous avez été accusé directement, vous répondez. Tout à fait, je vais réagir. Parce que, voyez-vous, c'est d'abord un dysfonctionnement très grave. Qu'on puisse dire tranquillement que dans les commissions qui délivrent les permis de construire à R+, au-delà, les mairies ne siègent pas. Ça ne choque personne. Je peux lui donner l'information. J'arrive. C'est ça aussi. Moi, je vais être maire. Ensuite, ce sera vous. Je vais être maire il y a à peine 2 ans. À peine 2 ans. Et je constate que moi, je ne siège pas sur les permis de construire qui concernent ma commune. Donc, le ministère peut donner ce qu'il veut.
on construit ce qu'on veut dans ma commune. Et moi, on ne m'interroge pas. Et je ne dois rien dire. C'est un dysfonctionnement très grave. Alors on me dira, on va m'expliquer que bon, il y a 4 ans, il y a 5 ans, les maires se sont fâchés, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une réalité nouvelle. Vous savez que cette commission doit être réformée, rapidement réformée, pour introduire les maires au cœur du système. Parce qu'il s'agit de nos communes. Nous devons être présents dans cette commission et y siéger. Deuxièmement, le boulevard de Marseille dont on parle tant, il y a le côté lagunaire. Le côté lagunaire, le maire, il n'y a rien à voir. C'est le ministère qui délivre les autorisations pour s'installer. Alors, chose curieuse, des bords lagunaires, la mairie, j'ai fouillé tous les dossiers à Marcory, je n'ai jamais vu d'autorisation de maire qui a autorisé un commerçant à s'installer sur le boulevard de Marseille, côté lagune. Aucun maire n'a autorisé? Non, je regarde aucun maire. C'est le ministère qui a autorisé. Lequel des ministères? Je réponds. Il va jusqu'au bout et vous je vais aller jusqu'au bout. Vous avez raison. Oui, je me suis trompé de boulevard en fait. Je voulais parler du boulevard Mitterrand. Très bien. Alors, mais j'arrive pas fini. Moi, quand on parle. Si, c'est le boulevard Mitterrand. Mitterrand, il n'est pas. Sur la route de Benjerville. Voilà, c'est pas Mitterrand. Voilà, c'est pas Marcory. Parce que Marcory, on essaie quand même de comprendre ce nombre de choses. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai nettoyé tous les boulevards, les grands boulevards où les commerçants sont installés. J'ai déguerpi tout le monde. On ne vend pas sur les grands artères. On a décidé de libérer les trottoirs et les caniveaux à l'intérieur des quartiers. Parce que j'ai regardé ces boulevards-là, ces quartiers-là, tous ces commerçants qui sont sur les trottoirs, ils ne rapportent rien à la mairie. Ça fait 1 an que je les ai fait partir, mon budget ne souffre pas. Il n'y a pas Ça veut dire en clair que c'est un désordre, qu'il faut avoir un courage pour le faire. Mais c'est vrai que quand vous commencez à y mettre la main à la pâte, vos électeurs vous rappellent que 5 ans n'est pas loin. Donc il y a des mecs qui sont frileux. Moi je pense que quand on est élu pour agir. Il faut agir. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un dysfonctionnement au niveau de la commission de construction. Moi, je pense que le ministère va aller très vite pour nous introduire au cœur du système. Pour que ce désordre qu'on organise, que nous devons pleinement responsables. Moi, je ne peux pas être responsable de ma commune, mais ne pas être associé à ce qu'on fait dans ma commune. Voilà ce que je voulais dire. Alors, maintenant, pour le boulevard de Marseille. Mais lorsque vous dites que vous les avez dégagés, cela ne rapporte rien à la commune, j'ai quand même des doutes. C'est vrai qu'on ne peut pas le prouver sur ce plateau, mais on sait aussi qu'en bordure de ces routes-là, des personnes payent des taxes. Oui, non, à la municipalité. Non, c'est pas top. Alors non, je veux dire, ça dit que c'est quand on prend le budget d'une commune comme Marcory, les petits commerçants ambulants qui occupent les trottoirs, qui vendent, c'est pas eux qui font le budget de Marcory. C'est vrai, ça rapporte quelque chose. Le problème que je souligne, c'est surtout qu'ils sont là, ils ne devaient pas être là, ils sont là et ils payent. Oui, vous voyez bien. Alors je demande bien. Ils ne doivent pas être là et ils payent. Voilà, il y a quelque chose d'anormal. Non, je veux ne prendre encore un arrêté pour interdire tous les commerçants sur le boulevard TCF, qui va rentrer en application la semaine prochaine. Il y a un phénomène nouveau aussi qui participe au désordre. Tous les soirs, de jour comme de nuit, voilà, qu'est-ce que les commerçants font? Ils étalent leurs marchandises sur les trottoirs et ils y vendent. Tout le long, le boulevard Giscard commence aussi à être touché. Alors, ça ne rapporte rien aux mairies. Si vous regardez sur 1 an, ça va rapporter peut-être 4 millions, parce que quelqu'un qui vend dans les rues, il y a une patente qu'il doit payer. Mais je considère que cette patente-là ne me rapporte rien, donc je mets fin à ça. Je prends mes responsabilités. Je continue d'être gêné quand même de savoir qu'ils ne doivent pas être là. Oui, allez-y. Ce que je voudrais rappeler à M. le maire, c'est que, vous savez, ce n'est pas très difficile. Quand on va avoir, par exemple, un territoire, j'allais dire à la limite de moins de 500 hectares à gérer, nous avons la politique nationale de l'habitat. C'est-à-dire que nous n'avons pas là que la commune de Marcory à régler. Et je voudrais rappeler que lorsque, après les pluies, quand on a eu une quarantaine de morts en juillet de l'année dernière, le ministère de la Construction a réaliser des déguerpissements aussi au vu de tout le monde. Vous nous avez vus, parfois dans des situations difficiles, face à certains Ivoiriens qu'on avait qualifiés d'intouchables. Mais lorsqu'il fallait libérer les emprises des réseaux d'assainissement, eh bien, on les a libérés. Et je disais tout à l'heure que dans ces 5 quartiers-là, eh bien, nous avons détruit aujourd'hui une bonne partie de ces quartiers précaires-là, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour dire qu'il appartient peut-être aussi à M. le maire de sensibiliser ses autres collègues, justement, qui ont toutes ces boutiques le long de ces grandes artères-là et qui empêchent, j'allais dire, au-delà de l'embellissement, qui participent, n'est-ce pas, à des constructions anarchiques aussi. Ces boutiques ne devaient pas être là, c'est ce que vous dites? Justement, mais oui. Relativement à la question de la commission, mais de quoi, quand on parle de l'État décentralisé, c'est quoi? C'est justement la municipalité. Mais d'où vient-il? Et je le disais quand je parlais des textes. En France, par exemple, la question de la décentralisation, elle ne s'est pas faite comme ça en l'espace de quelques heures. C'est sur plus de 20 ans. Et jusqu'aujourd'hui, certainement que vous avez l'information, toute la question de la décentralisation continue de faire débat. Le niveau des régions, le niveau des départements, le niveau des municipalités, etc. Dans notre pays, la question de la décentralisation également s'est posée. Lorsqu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va rétrocéder aux mairies pour qu'elles puissent gérer? Si cette décentralisation aujourd'hui, il est peut-être bon aussi de se poser la question de savoir, ceux qui gèrent toute la politique nationale de l'habitat, il est peut-être bon qu'on les associe, même si nous, mairies, nous avons la capacité ou la compétence pour délivrer des permis. Il est peut-être bon aussi qu'on les associe pour leur dire,
Moi, sur mon territoire de 500 hectares, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je recherche, c'est la densification de ma commune. Mais eux, comme ils ont le schéma directeur d'urbanisme d'Abidjan, peut-être que dans leur vision, la commune de Marcory doit avoir un autre aspect, la commune d'Adjamé doit avoir un autre aspect, etc. Il faut peut-être qu'on les associe pour voir si ce que nous sommes en train de faire est conforme au schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, puisqu'on parle par exemple des plans d'urbanisme qui vont précéder, et si vous voulez, qui portent sur la planification urbaine et donc qui vont précéder toutes les questions d'aménagement urbain en référence à la question de l'aménagement après et de l'embellissement des villes. Donc c'est pour dire que de mon point de vue, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en ce qui concerne nos municipalités pour, n'est-ce pas, arrêter les constructions anarchiques et puis que ce n'est pas tant une affaire de on a délivré R+3 et puis le voisin allait R+7. Très bien, monsieur Nyoleba, je voudrais vous poser la question suivante. Lorsqu'on regarde tout ce qui est en train de se passer, je fais allusion à Bobo et à Djamé, peut-on reconstruire à Bobo et à Djamé? Ces quartiers, ces communes ont été réfléchis et tracés et construits. Vous savez, on ne va pas prendre les bulles pour rentrer dans la ville. La question est celle-ci. Est-ce que ces communes ont été réfléchies autrefois, tracées pour être construites à Bobo et à Djamé? Oui, toutes les communes ont été pensées. Mais il faut reconnaître que dans l'évolution de ces communes-là, il y a une juxtaposition de plans de lotissement qui dérange certainement donc le fonctionnement de ces communes-là. Mais c'est un problème. Je disais tout à l'heure qu'il faut aller au fond du débat pour comprendre ce qui arrive. J'ai attiré l'attention du maire parce que l'ordre des architectes, dès qu'il y a eu ces deux commissions, a écrit donc au ministère, a écrit au district, a écrit même à la primature, pour pouvoir dénoncer cela. Attention, cela va engendrer l'anarchie. Ce sont les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est un point. Maintenant, concernant les différentes communes, mais évidemment, l'État planifie. L'État a une vision sur sa ville. Et donc, met des outils de planification à la disposition donc, des gestionnaires des cités, donc de l'administration et autres. Comme il le disait, il y a les schémas directeurs qui aboutissent à des plans de détail. Il faut reconnaître qu'avec la crise, à un moment donné, il y a beaucoup de quartiers qui n'avaient pas de plan de détail. Donc, les gens interprétaient la ville et donc posaient des actes, certainement, à des endroits où il ne fallait pas. Je vous donne un exemple. Devant l'école de la gendarmerie, il y a eu un permis municipal de R+2, pratiquement après la rue. Mais les gens ont oublié que c'est une zone, attention, où il y a des règles particulières. Dès que vous êtes à R+2, vous avez une vue plongeante donc, dans l'enceinte de l'école. Et demain, vous savez ce qu'on a connu, les gens peuvent passer par là pour attaquer donc, cette organisation. Donc, ce sont des erreurs qui ont été commises. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on revoie les tests. Comme il le disait, les tests sont suffisants, mais à un moment donné, ils ne répondent plus. Parce que ce procès Vaudier qui disait qu'il faut légiférer en fonction de l'évolution du peuple. Aujourd'hui, Abidjan n'est plus comme avant. Nos textes ont vieilli, c'est cela? Ça vieillit et puis la population a augmenté. Et donc, il faut revoir. Même quand on rentre dans le ministère, il y a un problème de ressources humaines. M. Kuala qui est là, ce n'est pas un agent du ministère de la Constitution. Il vient du Bénet. Ça dit qu'il y a un besoin. Donc, il faut revoir tout le système. Nous vivons les conséquences, mais il y a une réalité qui est là. Visiblement, vous connaissez bien. Visiblement, les invités se connaissent très bien. Très bien. Je suis heureux de le savoir. C'est un urbaniste, un agent de... Il a été prêté au ministère. Ça veut dire qu'il y a un manque du personnel. Ça aussi, il faut le voir. Il ne faut pas perdre ça de vue. Voilà. Je veux dire quelque chose. Oui, rapidement. Et puis, moi, je voudrais quand même interpeller les deux urbanistes que nous avons, les deux experts. Est-ce que, quand on parle de schéma directeur de la ville d'Abidjan, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quel était le schéma directeur qu'on a tracé pour le plateau, pour Marcory, pour Treichville, etc. Parce que nous, quand on était enfant à Marcory, on n'avait pas des immeubles à R+5. On avait le quartier résidentiel était à R+2, 3, etc. Quelque chose d'équilibré, de joli. Le quartier en face Champeau, c'était R+1, etc. Le zone 4 Biétry, pareil. C'était une architecture équilibrée, j'allais dire structurée. Aujourd'hui, tout est déstructuré. On ne maîtrise plus personne à la main. On peut répondre. Donc, alors, je voudrais vraiment... Dans mon introduction, je dis qu'on vit une situation très délicate. Le plateau n'a plus besoin de schéma directeur en tant que tel. C'est une commune enclavée qui est déjà bâtie. Maintenant, il faut la densifier. Tout à fait. Il y a des terrains qui sont libres. Le maire de la commune du plateau a un grand projet de rénovation, de restructuration. Il y a encore des terrains libres au plateau?
Ah oui, tout à fait. Mais il y a des terrains qui sont libres. Moi, je vous donne Absolument. l'exemple des terrains de Citaraï. Mais c'est des terrains. Mais c'est des terrains, c'est des grandes superficies. Personne n'a Je voudrais pourquoi on ne va pas au-delà. Pourquoi est-ce qu'on veut centraliser tout au plateau? Non, il a parlé du plan de schéma directeur de Marcory. Marcory n'a pas besoin d'un schéma directeur. Exactement. Marcory a besoin d'un plan de détail. Exactement. D'ailleurs, il faut aller à la rénovation urbaine. Le Marcory, bon, il est nostalgique. Mais ça, c'était Marcory où il n'y avait pas, la population n'était pas aussi importante. 1975. Mais il y a des gens qui avaient... Non, on veut mieux justement, s'il est nostalgique, je comprends parfaitement. Il y a des gens qui avaient des terrains de 1200 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Nous sommes nombreux, la demande est forte. Et donc, il faut repenser donc, la commune. Et je crois que le maire même a un projet sur sa commune où il veut densifier, où il veut exproprier tous ceux qui sont dans les maisons basses, qui ne répondent plus, surtout avec la nouvelle voie qui arrive à l'échangeur qui va en hauteur. Il veut changer, donc il veut aller d'une manière verticale, changer sa commune. Et c'est cela la réflexion, c'est ce qu'il faut faire comme réflexion, pour qu'on puisse être vraiment... Monsieur Lukwabole, quel est le regard du civil, j'ai envie de dire, de la population sur ces réactions-là, ces explications-là? Non, ce que nous constatons, pour la plupart des populations, on a comme l'impression que le désordre prend de plus en plus le pas sur ce qui devait être. On attend toujours qu'il y ait des dégâts qui arrivent pour que l'État réagisse. Il a fallu l'année dernière qu'il y ait la grande pluie, qui a presque, heureusement qu'elle n'a pas duré, mais qui a mis en difficulté beaucoup de populations dans tous les quartiers pour que le ministère de la Construction après, réagissent. Pourtant, ils savaient qu'il y avait des gens qui avaient bâti sur des caniveaux. Deux informations essentielles. Oui, il termine comme ça, vous laissez terminer. Oui. C'est-à-dire que pour qu'on se rende compte pour aller enlever ces gars qui étaient sur ces caniveaux, c'est qu'ils existaient avant. Mais on devait le savoir que si on a le plan directeur de la ville, on doit savoir qu'ici c'est un caniveau qui doit passer. Et qu'on ne doit pas faire des murs, on ne doit pas attendre qu'il y ait des dégâts pour réagir. Nous sommes heureux qu'il y ait eu toutes ces instructions et on souhaite que cela se poursuive. Parce que quelquefois, je ne sais pas, pour des questions, on commence et on arrête. Mais j'aurais souhaité... Il y a des hésitations. Il y a des hésitations. Parce que quand vous pensez encore, même en partant à Cocody, il y a des gens qui vivent encore dans les caniveaux, là, enfin, je ne sais pas, mais dans les rigoles qui ont été tracées par la pluie. Je pense que toutes ces personnes, il faut les enlever là. Alors, il faut les enlever là, comme il a dit, et il dit que vous devriez anticiper. Deux informations essentielles. Je rappelle qu'avant les pluies de juillet 2014, qui ont fait la quarantaine de morts, c'est depuis 2010 que la sensibilisation a commencé. Et à ce sujet, il est peut-être temps aussi d'inviter les syndicats de consommateurs à aider l'État de Côte d'Ivoire à la question de la sensibilisation au respect de nos règles. Parce que ce n'est pas toujours très évident, quand on est consommateur, de dire l'État n'a pas fait ça, l'État n'a pas fait ça. Moi, je pense qu'il est temps aussi qu'ils puissent s'approprier nos textes et qu'ils puissent avoir des émissions de télé, comme nous on le fait, des spots, etc., pour dire aux Ivoiriens, nous vous rappelons que pour construire, il faut un permis. Nous vous rappelons que la loi de notre pays nous interdit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ça me paraît essentiel. C'est pour dire qu'avant les pluies de 2014, la sensibilisation a commencé depuis 2010. C'est 6 000 familles qui ont été recensées. 1. 2. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 5 communes d'Atekoubé, Adjamé, Yopougon, Abobo et Cocody, aujourd'hui, dans les informations que j'ai reçues avant de venir, toutes les démolitions ont été faites. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. C'est des milliers de familles qui sont dehors aujourd'hui. Heureusement que ce gouvernement a des solutions à travers le programme de lotissement à équipement minimum dont on va reparler tout à l'heure, à travers le programme des logements sociaux, etc. Mais nous, ce n'est pas de gaieté de cœur quand ça va détruire les maisons des Ivoiriens. C'est bien pour les protéger. Moi, je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, dans ces 5 quartiers, a fini la démolition de toutes les habitations qui sont sur les zones à haut risque, les zones où il y a des risques d'inondation. Donc l'État, à travers le ministère de la Construction, a fait ces démolitions-là. Ce n'est pas après qu'on intervient. Et en ce qui concerne également la question des immeubles qui se sont écroulés, nous l'avions dit l'année dernière, et cette année le gouvernement l'a fait. Le texte est sorti, les décrets, les arrêtés d'application sont en train d'être pris, et évidemment, dans les mois qui viennent, vous allez sentir des changements.
Parce que le permis de construire que nous allons vous délivrer doit être accompagné par un technicien, un ingénieur de technique ou un ingénieur de travaux publics, n'est-ce pas, en tant que contrôleur. Nous le disions tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne, bien évidemment, les plans d'urbanisme, je crois que mon collègue, M. Coupeau, a suffisamment bien répondu. Des communes comme celle de Marcory sont aujourd'hui des communes qui sont quasiment au centre de la ville. Elles ne sont plus périphériques. Et donc, on ne peut pas y appliquer des schémas directeurs. C'est des plans d'urbanisme de détail, des plans de secteur, avec des projets de rénovation urbaine qu'il faut réaliser. Il appartient donc aux municipalités qui sont dans ces situations-là d'être suffisamment imaginatives pour recréer un autre cadre de vie. Je rappelle que la densification n'est pas synonyme de précarité. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est allé en R+7, R+8 dans une zone que forcément le cadre de vie devient moins agréable ou moins beau. Pas du tout. Alors, avec les voyages que les uns et les autres ont l'occasion de faire, hein, on ne va pas donner sur ce plateau des exemples. Mais vous l'avez dit même, j'ai envie de dire que le ministère et les municipalités doivent se parler. On continue toujours du domaine de l'anarchie dans les constructions, mais bien sûr, mais aussi des installations anarchiques. Il y en a de toute nature, de toutes sortes. Des personnes sont déguerpies, mais elles se réinstallent au même endroit quelque temps après parce que des sites sont libérés, mais jamais utilisés. On va suivre cet élément et on va répondre à la question. Marcory Bietri. Derrière ce grand portail, restaurant, kiosque à café, buvette, salon de coiffure. Tous sont installés sur cette voie secondaire bitumée réservée à la circulation. Monique, restauratrice, est installée sur cette parcelle de rue depuis 2008. Elle dit n'avoir eu d'autre choix que d'occuper cet espace public. C'est une voie, mais les voitures ne passent pas comme ça. Donc nous aussi, bon, comme on n'avait pas d'activité, nous on est venu s'installer. Comme Monique, ils sont nombreux ces vendeurs et artisans à s'être installés ici depuis des années. Un espace qu'ils exploitent sans crainte. Les coins sont chers. Tu as loué un magasin, on te dit d'amener 500 000, 1 million. Pas de porte, tout ça là. Non, on s'est dit on va venir se débrouiller ici, c'est ça, on est venu s'installer. On paye ODP, on paye portable. Donc moi, il me dit que c'est normal qu'on s'installe, puisqu'ils viennent prendre l'argent avec nous. Au quartier zone 4, toujours à Marcory, menuisier, vendeurs d'attiqués de poissons salés appelés communément Garba et autres commerçants occupent les caniveaux. Autre commune, même décor. À Abobo, difficile de circuler. En plus du trottoir, une bonne partie de la chaussée est utilisée pour le commerce. Il va me camarades souris. Parce qu'il n'y a pas de place ici, il va m'asseoir là. Il y a peur que le camion va me coincer. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux usagers. C'est dangereux pour tout le monde parce que si tu veux passer vers ici, là, que les gens sont beaucoup ici, tu risques de créer accident. Tout ça, il y a dedans aussi, ceux qui vendent là même, là, c'est dangereux pour eux. Occupation anarchique du trottoir et de la voie publique. À Adjamé, le scénario est identique. Bouraïma et ses amis mécaniciens occupent le trottoir pour leurs activités. Moi, je sais que ce n'est pas normal. Mais c'est pour se débrouiller. Où on nous a donné comme pour aller travailler. Encore, c'est 2 fois plus loin que où là, nos clients se trouvent. Jusqu'à bon d'autres, encore là-bas, il n'y a pas assez de place encore pour nous. Puis encore le territoire qu'on nous pose pour nous donner pour travailler, encore, ça ne nous arrange pas. Occupation anarchique du domaine public dans les communes du district d'Abidjan, commerçants et artisans s'y adonnent à cœur joie sans être inquiétés. Monsieur le maire, parce qu'on vous a invité, justement, nous nous sommes intéressés à votre commune. Koné Paragasoro vient de nous le présenter. On s'installe sur les caniveaux, des lavages auto, des cabines, des commerces, et puis on paye les taxes. Oui, alors on peut répondre que ça date... On autorise. Non, ça date depuis la nuit de temps. Je pense que c'est un désordre qui s'est installé tout doucement. C'est ce à quoi aujourd'hui la nouvelle municipalité s'attaque allègrement parce que je pense quand même qu'il faut faire quelque chose. On ne peut plus accepter ce désordre-là. Vous voyez, comme je le disais, il y a 8 mois, on a lancé le concept Marcory commune propre, commune chic, qui a consisté à libérer tous les grands trottoirs de Marcory. Là, d'ici 2 mois, on va rentrer dans les quartiers. Et c'est vrai que ces dames-là, elles sont là, elles ont l'habitude, ça fait 15 ans qu'elles sont là, elles payent des patentes, elles payent des ODP, etc. Mais quand on les enlève, elles ne payent plus. Donc moi, comme tout à l'heure, je vous ai dit, pour la mairie, ce n'est pas un manque à gagner. Ces habitudes qui datent de Mathusalem, depuis que la ville existe, la ville d'Abidjan existe. En fait, on vous reproche de les laisser là où... mais justement, vous voyez bien que sur les caniveaux, vous l'avez dit. Non, mais vous voyez bien que quand vous arrivez à Marcory, vous ne pouvez pas comme ça décréter qu'aujourd'hui, quitter les caniveaux. On donne des ordres, on dit aux gens, cette semaine, on va attaquer ce quartier. Cette semaine, on le fera dans ce quartier-là. Mais ce n'est pas facile, vous voyez bien. Alors, quand vous êtes un élu, ce sont vos électeurs. Les maires, alors je ne veux pas faire l'avocat des maires, mais les maires sont des élus.
C'est vrai que les maires n'ont pas toujours le courage de déguerpir ces populations-là qui votent pour eux. Parce que quand tout à l'heure je vous ai dit... C'est une élection perdue à l'avance, c'est cela? Non, non, moi je pense que c'est le contraire. Je pense que nous sommes élus pour faire ce travail ingrat. Il faut le faire. Et puis elle voit quels sont sur les caniveaux. Vous voyez, on a dit par exemple que dans les semaines qui arrivent, il y aura la pluie à Abidjan. On va lancer le concept. Libérer les trottoirs, libérer les caniveaux. On va commencer à déguerpir les caniveaux dans les quartiers. Ça va jaser. Abidjan, Makori a commencé à être inondé parce que tout le monde occupe les trottoirs. C'est pour ça que je profite de votre antenne pour dire à nos concitoyens qu'il faut dès maintenant commencer à libérer les trottoirs et les caniveaux. Ça ne sert à rien d'y habiter là, de faire commerce là. Parce que, un, c'est impropre, et puis deux, ça crée de l'inondation et ça crée de la saleté. Donc vous voyez bien que c'est des habitudes qui ont été engendrées des années durant. On ne peut pas par baguette magique comme ça y mettre fin. C'est tout Mais doucement. quel est le véritable problème des maires? Puisque vous êtes maire, donc on en profite pour vous le demander. Nous prenons l'exemple d'Adjamé. Washington, on dégage des populations et automatiquement ça devient une gare routière. Mais voilà, ça c'est l'anarchie dont on parlait. Ouais, les Ivoiriens n'aiment pas voir le vide. Ouais, moi, je viens de dégager, par exemple, une gare Je reformule ma question. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités à 100% sur ces dossiers-là? Non, parce que... C'est peut-être lié à la question de l'élection. C'est bien dommage, mais monsieur le maire le disait tout à l'heure. Peut-être que beaucoup de ses collègues n'auront pas suffisamment de courage, mais il faut peut-être qu'on s'arrête aussi. Parce qu'on ne peut pas partir du principe que ce sont mes électeurs. Donc même lorsqu'il y a de l'anarchie, je ne peux pas les dégager. Moi, je dis non. Une dame le disait tout à l'heure, je paye des patentes. Le ministère de la Construction n'encaisse pas de patentes, à toutes fins utiles. Il est bon aussi de ne pas confondre toutes les questions de planification et de gestion urbaine. Le rôle du ministère de la Construction, c'est d'abord et avant tout de planifier les villes. La question de la gestion urbaine relève des municipalités. Et donc, lorsque des populations vont s'installer dans des sites comme ceux-là, dans des conditions très précaires, nous, on va encourager et solliciter les maires pour faire leur travail. Dans les drames qui se sont produits dans les quartiers, là où il y a eu les éboulements, etc., mais on s'est rendu compte que pendant longtemps, ces maires-là n'ont pas été assez courageux pour dire à ces populations qu'il ne faut pas y vivre parce qu'ils y trouvent leurs électeurs. Cet argument-là doit s'arrêter. Il ne faut plus partir du principe que c'est un électeur, donc il ne faut pas que je l'enlève. Je rappelle à toutes fins utiles que c'est parce qu'il est vivant qu'il vous vote. Parce que s'il est mort, je ne sais vraiment pas comment il va vous voter. Donc il est souhaitable que les maires puissent également faire un peu plus d'efforts et ne pas transformer, comme vous disiez tout à l'heure, toute la ville, j'allais dire, en commerce et en gare routière. La question de la gestion de la municipalité ne doit pas se résumer, j'allais dire, à la collecte des taxes municipales. Ça va au-delà. Et donc que les maires puissent vraiment faire beaucoup d'efforts pour que ces occupations anarchiques-là, puisqu'ils sont l'État décentralisé, qu'ils puissent apporter leur appui également à l'État central à travers la gestion urbaine pour que j'allais dire, ces occupations anarchiques puissent s'arrêter et que la question de la patente et de la taxe ne soit pas toujours mise en avant. Monsieur Douka Godé, l'incivisme des populations, une sorte d'irresponsabilité, comment cela s'explique? Pourquoi est-ce que ça perdure? Il a parlé des sensibilisations. Ils ont fait de la sensibilisation et après la pluie, ils sont passés à la destruction. C'est vrai que la sensibilisation est faite, mais j'insiste et je persiste. Force doit rester à la loi. Si quelqu'un n'a pas à être quelque part, aucune raison ne doit maintenir la personne là. Les Ivoiriens, l'incivisme a été accentué par la crise qu'on connaît. Mais je pense que c'est pourquoi l'autorité qui reste attachée à l'État, qui a le pouvoir régalien, doit réagir à tout moment. Pour preuve, je vais vous donner un exemple. Oui. Prenez la route, l'autoroute qui part d'Adjamé pour aller vers Yopougon. Il y a une gare routière qui est en train de s'installer au niveau de la case sous les deux ponts. Mais ce n'est pas un endroit où on va avoir une gare routière. Mais les véhicules passent d'une autre voie à l'autre voie. Et ça ne dit rien à personne. Vous parlez de l'ex-casse. L'ex-casse. En sortant d'Adjamé pour... voilà, l'échangeur, là, à la sortie d'Adjamé pour aller vers le Banco. Mais là, il y a une gare routière qui s'installe. En venant je suis venu de Yopougon, au niveau de la station Total. Il y a une autre gare qui est en train de s'installer là, et personne ne dit rien, jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme pour qu'on réagisse. Mais je dis, quand quelqu'un n'a pas à être quelque part, et qu'il faut le sanctionner, il y a des tests qui existent pour cela. Il faut appliquer la rigueur de la loi pour amener l'individu à ne pas être là. Parce que quand vous le laissez là, parlant des installations, comment ça commence?
Le gars, il arrive au bord, quelque part, il s'installe, il prend 2 planches, il met un plastique là-dessus, et puis il est là. 1 an, on ne lui dit rien. Après, il prend des briques, il commence à construire quelque chose. On ne lui dit rien. Et puis, il installe une antenne parabolique, il est chez lui, jusqu'à ce qu'on vienne le déguerpir pour qu'il crie « Oh là là, on m'a déguerpi pour qu'on me dédommage ». Et l'État trouve de l'argent pour lui donner, on le met à Biabou, hein, il abandonne la maison qu'il a à Biabou, soit il la met en louage, et puis il dit que pour lui c'est un fonds de commerce, il va gagner de l'argent. Il revient encore la mettre. Mais il faut qu'on soit rigoureux, c'est important. Je dis que ceux qui nous ont pris, ça dit que les pays, bon, le directeur parlait, mais quand on voyage, mais ces pays-là, quand on va en France ou en Europe, mais c'est des pays qui datent de plusieurs siècles. Mais vous verrez que Paris, la Seine est toujours propre. Il ne viendra en idée, c'est vrai qu'il y a des clochards, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Personne ne viendra prendre une planche pour s'installer au bord de la route pour faire le commerce. Hein? Donc il est important que la notion d'électeur aussi soit écartée, parce qu'on est arrivé dans une année électorale, hein, les gens se disent qu'on peut s'installer n'importe où et faire n'importe quoi. À Djamé, au départ, quand en début de mandat, on a vu qu'on a applaudi parce que les gens ont réussi quelque chose qu'ils n'avaient jamais réussi. Dégager, comment on appelle ça, le boulevard Nagui à Brogoua. Moi, j'ai été surpris qu'on pouvait, le trottoir, nous, en tant que consommateurs, le trottoir nous est revenu, on était heureux, mais retourner aujourd'hui. Et personne, on dit, ah non, on est en période électorale, il ne faut pas les toucher. Non, mais attends, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que même s'il faut faire le bonheur, hein, de la personne contre cette personne-là, hein, il faut le faire. Il faut le faire. Bientôt, il comprendra que c'est dans son intérêt que vous avez agi. Si quelqu'un est dans un caniveau qu'il ne veut pas comprendre et que vous l'enlevez pour le mettre quelque part, il va crier lui, mais quand l'eau va venir passer, qu'il va voir qu'il y a 2 ou 3 mois, il va dire, ah, c'est que le gars, c'est parce qu'il m'aimait qu'il a agi. Donc, il est important qu'au-delà de nos intérêts, hein, personnels ou bien de nos ambitions électorales ou électoralistes, il est important que nous appliquons les textes de loi. Parce que force doit rester à la loi. L'État régalien doit être fort. Votre message a été entendu, M. Nguleba. Alors, vous l'avez entendu, le développement, on casse les populations, on résiste, elles reconstruisent là où on les avait déguerpis. C'est qu'il y a un problème. Oui, le problème, il faut revoir. Vous l'avez identifié. Il faut revoir l'approche. Non, moi je dis que vous m'avez posé une question dans l'essai, j'ai dit que ce n'est pas une fatalité. Le laisser-faire, c'est ce qui aggrave ce qui arrive. J'ai dit que toutes les grandes villes du monde ont connu donc l'anarchie. À un moment donné, les gens se sont arrêtés. Mais les professionnels, par exemple les architectes du monde entier, en 1930, se sont réunis à Athènes parce qu'ils ont constaté que dans toutes les villes du monde, les grandes villes, que ce soit New York, que ce soit Washington, que ce soit Paris et autres, le désordre avait commencé à s'installer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené une réflexion et ils ont produit un document dont les aménageurs se sont inspirés pour revoir les tests. C'est pour cela, quand je vois le président, c'est le président des consommateurs, l'État-providence, c'est fini. Hein? Tout à l'heure, quand je parlais du personnel, je ne sais pas si vous avez fait attention, les consommateurs sont plus nombreux que les agents de l'État. Moi, je pense, et puis d'ailleurs, un agent de l'État, c'est un consommateur. Il serait souhaitable que le pouvoir social devienne aussi fort. Voilà, il faut que le pouvoir social puisse aider, parce que sur la ville, il y a 4 grands pouvoirs qui agissent. Hein. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir administratif, il y a le pouvoir financier qui est très dangereux, et le pouvoir social. Quand il y a la crise et que le pouvoir administratif s'affaiblit, évidemment, le politique et le financier prennent le pas. Donc eux, ils voient, tout à l'heure, ils parlaient des gens qui s'installent sur les caniveaux. Mais entre nous, ce n'est pas un ministère qui va aller dans ces détails de la ville. Mais eux, ils n'ont qu'à s'organiser en association par quartier pour pouvoir revendiquer, sensibiliser les gens pour que les choses avancent aussi. Parce que le pouvoir social, c'est une pesanteur. Ils peuvent amener les décideurs à changer d'attitude. Parce que si le maire est coincé par des problèmes politiques, parce que, bon, ce sont ses électeurs, mais eux, ils peuvent aider le maire à changer, à faire changer la mentalité. Il a donné un exemple tout à l'heure de France. Le pouvoir aux politiques pour le faire. Le public même, mais en Amérique latine, les ONG sont très puissantes. Mais ce sont des organisations, les gens, ils constatent. Parce qu'après tout ce qui arrive quand les bâtiments tombent là,
Mais écoutez, ce sont des consommateurs qui sont dedans. Donc moi je pense qu'il faut faire la réflexion. Ce n'est pas sur ce plateau qu'on va trouver les solutions. Mais moi je dis, les architectes sont prêts à accompagner dans cette réflexion pour que nous puissions apporter un changement réel. Et au niveau de la façon d'intervenir, au niveau des tests, au niveau de la planification. Parce que par exemple, voilà un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de politique de la ville. Et vous ne pouvez pas dire cela? Mais si. Non, c'est incroyable quand même. Mais si, ça n'existe pas. Ça a été même dénoncé par un urbaniste tout dernièrement qui a fait une conférence qui est au Bénin. Mais c'est une réalité. Donc à un moment donné, la crise, on s'est mélangé. C'est vrai, les solutions, moi j'appelle ça la révolution urbaine. On applique les tests, on démolit, mais on ne va pas tout le temps démolir. Maintenant, il faut revoir ce que nous faisons, comment nous le faisons et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses avancent. Même la décentralisation. Mais entre nous, l'élu, il arrive, il est devant une situation très complexe. Qu'est-ce qu'il fait? Les installations anarchiques, la population devient nombreuse. Il faut revoir les politiques de la ville. Est-ce que la ville d'Abidjan est la seule ville espoir des populations de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Mais il faut mener une réflexion. Et l'Ordre des architectes veut appuyer donc cette réflexion. Mais tout à l'heure, il parlait du schéma directeur. Moi, je pense que l'engouement qu'il y a sur le schéma directeur qui se fait aujourd'hui, je suis sûr que si on va plus loin, qu'on va au plan de détail et qu'on met des stratégies de contrôle en place, c'est sûr qu'on va réussir nos villes. Ce n'est pas une fatalité, il faut qu'on arrête de se plaindre. Moi, je pense l'impression qu'on n'écoute pas souvent l'ordre des architectes. Vous n'êtes pas souvent écouté. Mais nous, on a une émission, c'est les seuls professionnels en Côte d'Ivoire qui ont compris très tôt que vous n'êtes pas écouté. Bon, quelquefois on est écouté. Quelquefois. Oui. Disons 50%. Je peux vous donner des exemples, il y a des exemples concrets. Je voudrais juste dire qu'au-delà de la question de la réflexion, il est bon de rappeler quand même que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait que démolir. Nous ne sommes pas en train de réfléchir sur les solutions, elles sont en train d'être appliquées. C'est fondamental. Je dis que le programme qui a été initié par son Excellence le Président de la République et qui porte sur le programme des logements sociaux est une solution qui est en cours, qui est en train d'être mise en œuvre. Cette solution-là a permis aujourd'hui, n'est-ce pas, au ministère de la Construction de réaliser 3 villes nouvelles qui sont en train de sortir, non seulement du côté de Modeste sur environ 80 hectares, à Benjerville 40 hectares, mais à Songon sur 400 hectares. C'est donc des villes nouvelles que nous sommes en train de réaliser et dans les mois qui viennent, eh bien, les premières clés vont être remises. Ça, c'est la première chose en termes de solutions concrètes. La deuxième chose qui est essentielle également, c'est que nous avons conçu, exécuté, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé le programme des lotissements à équipement minimum. Les LEM, il y a 4 sites. Il y a près de 1600 plateformes qui sont en train d'être réalisées, quasiment achevées. Et l'objectif de l'EM, c'est aussi de reloger toutes ces populations qui vont venir des quartiers précaires, qui ont été déplacés ou qui ont été recensés pour aller vers ces quartiers précaires-là. Évidemment, ce ne sera pas gratuit, mais ce sera conçu de sorte que les coûts soient les plus bas possibles. Bien en deçà du coût minimum des logements sociaux. Puisque les logements sociaux, le coût minimum, c'est 5 millions, la villa la plus petite. Mais les LEM, les lotissements équipements minimum, où nous allons préparer des plateformes pour permettre à l'Ivoirien qui prend une plateforme de 108 mètres carrés ou de 120 mètres carrés de faire une 3 ou bien une 4 pièces, eh bien ce sera bien en deçà de ces coûts-là. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les terrains existent. Au moment où je suis en train de vous parler de cela, vous allez à Benjerville, sur la route des Loka vers Djandjoumé, vous regardez à votre droite, vous allez voir ces plateformes qui sont en préparation. Vous allez à Biabou, dans la tranche numéro 2, vous allez voir ces plateformes qui sont en préparation. Vous allez à Diopo-Doumé, vous allez voir ces plateformes qui sont en train de sortir. La viabilisation est quasiment achevée, l'électrification est achevée, et c'est au moins 1600 plateformes. C'est vrai. Dans les quartiers dits précaires, on a recensé 6 000 familles. 1600 sur 6 000, c'est peut-être pas suffisant. Mais c'est un début de réponse à la question. Et au-delà de la réflexion, c'est vraiment des solutions concrètes que le gouvernement est en train d'apporter. Une question me traverse l'esprit pour les peuples. Et je tiens à informer les Ivoiriens là-dessus. On ne démolit pas simplement, mais en face, on va proposer des solutions pour que les Ivoiriens puissent se loger. Et cette question est valable pour tout le monde. Moi, je regarde, vous avez parlé de Benjerville, lorsqu'on voit cette grande voie qui nous conduit à Benjerville et qu'on voit aussi la voie qui nous conduit à Bassam, on a tout détruit, on a tout cassé. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? On voit plutôt un désordre en passant. On n'en fait rien pour le moment jusqu'à ce que la nature qui a horreur du vide se fasse occuper par quelqu'un. Quand les maires sont en difficulté, par exemple, quand ce grand désordre-là, quelquefois le maire, il est limité.
l'État doit venir au secours. On a des grands projets comme ça où le ministère de la Salubrité doit donner un coup de main aux maires que nous sommes pour nous aider aussi dans la tâche de salubrité. Quand dans les grands boulevards, les gens occupent les caniveaux, que les maires n'y arrivent pas, le rôle de l'État, c'est de le faire. Ce n'est pas simplement donner des permis de construire, je ne sais pas là, c'est pas simplement donner des permis de construire, mais de temps en temps aussi venir en aide aux municipalités que nous sommes pour nous aider à accomplir aussi nos tâches. Je m'apprêtais à dire parlez-vous alors. Non, on va se parler. Maintenant. Alors maintenant, sur les grands, sur par exemple Port-Boué, ce qui se fait à Port-Boué, vous voyez bien que l'État a pris la main. Ça, ce n'est pas un maire qui va faire ça. L'État a pris la main, c'est un grand désordre, l'État est en train de mettre de l'ordre. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cassé, après il faut débarrasser. C'est vrai qu'à Djoufou, tout ça, ça n'existe pas, c'est bien. En passant, on voit maintenant la mer. Mais il faut faire la police. C'est une bonne chose. Je suis heureux que vous le disiez. Oui, mais le gouvernement. Oui, non, quand vous le faites, on le dit. Travailler. En tout cas, je suis heureux que vous le disiez. Oui, la haie ne peut pas être prise à défaut par rapport à cela. Quand vous le faites, c'est dit. Mais en même temps, nous constatons que nettoyer et abandonner pour le moment. Il faut pas. C'est-à-dire qu'il est bon quand même de rappeler que dans l'action de l'État, notre frère a parlé tout à l'heure d'abandon. Il y a parfois, à certains moments, des questions budgétaires qui peuvent entraîner certains ralentissements. Mais l'État n'abandonne jamais. Lorsque nous avons démarré, nous allons arriver au bout. Évidemment, à certains moments, vous pouvez avoir le sentiment que c'est un peu lent, que le rythme a un peu baissé. C'est pour ça que je vous disais, aujourd'hui, on est en train de faire des démolitions. On est en 2015, mais c'est quand même de la sensibilisation qui a commencé depuis 2010. Ça fait quand même 5 ans. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'ensemble du programme, portant par exemple sur les abords, j'allais dire le bord de mer qui longe l'autoroute de Bassam, il y a des projets préidentifiés sur cet espace qui a été, qui a été démoli, où il y a eu tous ces déguerpissements-là, qui seront mis en œuvre. C'est le cas, par exemple, lorsque vous allez partir du carrefour à Kouaba jusqu'à l'aéroport, dans toute la partie qui est à gauche, il y avait un quartier précaire là-bas qu'on appelait Moussakro, que l'État de Côte d'Ivoire a démoli. Eh bien, c'est parce qu'il y a là-bas, n'est-ce pas, le parc des expositions d'Abidjan qui sera réalisé. Aujourd'hui, on a délimité toute la ville aéroportuaire qui porte sur cet espace-là. Vous allez vous rendre compte que quand vous entrez aujourd'hui à l'aéroport, de part et d'autre, vous avez de grands hôtels qui sont en train d'être réalisés, comme dans la plupart des grands aéroports du monde. Eh bien, ces hôtels qui s'installent là, c'est le résultat d'une planification préalable. C'est aussi le résultat de toutes ces démolitions que nous avons faites et qui permettent aujourd'hui de libérer ces espaces et de mettre en œuvre ces projets-là. Mais c'est des projets à coût de milliards, donc bien sûr, de temps en temps, vous allez avoir des ralentissements, mais je voudrais rassurer les Ivoiriens. Le bord de mer qui a été déguerpi, le long de l'autoroute de Bassam sera occupé avec des projets effectifs. Il ne sera pas laissé à l'abandon et des quartiers précaires ne s'y installeront plus. Ça, je voudrais vraiment être très clair là-dessus. Ça rassure déjà. Et sur la problématique du logement, sur la problématique des installations anarchiques, chacun a sa petite idée sur la question. Comment y faire face? Voici des réactions. Concernant les véhicules, trouver des parkings un peu partout pour que on arrête de garer un peu partout. Ça crée absolument beaucoup de désagréments parce que non seulement ça constitue des embouteillages et ça entraîne aussi l'insalubrité. On a plein de places encore où on nous aide comme pour aller travailler. Encore, c'est 2 fois plus loin que où là nos clients se trouvent. S'ils peuvent créer au moins des sociétés mieux payées pour construire au moins les garages bien encadrés, là on peut nous engager un peu là-bas, pouvoir un peu entretenir nos familles. Puisqu'on va quitter ici, là où on va partir, c'est pas moins de combien d'années avant que tu vas gagner les clients. Surtout que tout le monde s'installe comme il veut, sans tenir compte des normes. Donc c'est un phénomène qu'il faut enrayer parce que ça alédit vraiment notre ville Abidjan. Il faut les recaser pour qu'ils puissent se trouver du travail. Ça permettra qu'ils ne reviennent pas. Sinon, s'ils ne sont pas recasés, ils vont revenir, puis ça va reprendre. Devant cet établissement, même déjà, il y a assez de véhicules qui sont garés, les pneus, tout c'est garé. Alors, ça cause beaucoup d'accidents souvent au niveau des élèves. Il faudrait mettre des surveillances au niveau des trottoirs. Des surveillances au niveau des trottoirs pour que tout simplement, vraiment, tout soit régularisé. Parce que dès qu'on détruit, les gens reviennent. Dès qu'on détruit, les gens reviennent. C'est le suivi qui manque. Le ministère de la Construction doit prendre encore des mesures. Alors, voir vraiment les spécialistes, ceux qui sont spécialisés dans la construction, pour que les bâtiments soient construits avec les métaux qu'il faut de façon générale. Il faut mettre une bonne politique d'urbanisation en place et puis créer une brigade de surveillance et déguerpir un peu pour surveiller l'espace. Qu'est-ce qui manque le plus? On vient d'entendre tout à l'heure, quelqu'un dit que c'est le suivi qui manque. Parlant même du bord de la mer, vous avez
réagi là-dessus. Moi, je pense qu'une bonne... Pour aller au développement, c'est un processus politique, économique, social et culturel. Donc, il serait mieux que dans cette vision-là, l'État central, en collaboration, sinon en harmonie, avec l'État décentralisé, je veux parler des communes, qu'on puisse profiter en même temps que l'État a démoli. S'il y a une politique commune qui est mise en œuvre dans le cadre, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un problème d'argent, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les partenariats publics-privés qui peuvent se faire avec d'autres partenaires. C'est-à-dire que si le maire, je prends le cas de la commune de Port-Boué, l'État a fait un travail pour enlever tous ces bidonvilles qui rendaient cette autoroute qui va vers l'extérieur, toute sa laideur. Si on les a enlevés et que le maire de Port-Boué est associé à cette politique, on peut lui demander comme cela a été fait. Vous voyez qu'au niveau de la commune du Plateau, vous voyez qu'on a planté du gazon, ce qui n'existait pas, c'était des dépotoirs où les gens partaient faire n'importe quoi. Il a fallu que cette politique, le maire veuille le faire. On a déplacé, on a arrangé le bord de la lagune. Je pense que dans cette politique harmonieuse, on peut le faire. Donc il est important. C'est vrai que on peut faire la sensibilisation. Mais vous savez qu'on est arrivé à un stade où l'Ivoirien a l'oreille dure. Il est important. Je n'ai pas parlé de l'État-providence parce que l'État-providence est différent de l'État régalien. C'est-à-dire que celui qui donne des ordres et celui qui a sa politique, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de police. Il prend non seulement les tests, mais il a les moyens de faire respecter ces tests-là. Et comme l'État, dans tous ces démembrements, il y a des ministères techniques, on parlait de l'installation, le ministère du Commerce. Il y a un test qui existe qui parle de commerce sauvage. C'est-à-dire que le commerce qu'on fait à la sauvette dans la rue, mais sur les trottoirs, ça ne doit pas exister. C'est-à-dire que la dernière ordonnance l'ordonnance 662, 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, parle de commerce sauvage. Et ce commerce, il est interdit. On ne peut pas s'installer n'importe où, n'importe comment pour faire du commerce. Mais allez-y à Djamena, allez-y dans nos communes. Donc je pense que c'est des textes qui existent, mais il faut les appliquer. Pour dire à la personne que le trottoir est réservé aux piétons, la chaussée, c'est pour les véhicules, et les magasins, c'est pour le commerce. Ceux qui ne peuvent pas être dans les magasins, bon, mais il y a des marchés qui ont été construits à cet effet, mais il y a des marchés qui existent et les gens laissent les marchés, motif tiré de ce que les clients ne vont pas y aller et ils reviennent sur les trottoirs et on les laisse. Donc je pense que c'est une politique d'ensemble qu'il faut faire. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Alors, quelles sont donc les actions à mener, monsieur le maire? Parce que lorsqu'on parle de commerce et tout cela, je regarde vers le maire. Je pense qu'il faut aider les maires. Il faut aider les maires, il faut encourager les maires. Ce n'est pas facile. Ça fait 2 ans que nous sommes à la tâche et nous nous rendons compte que la tâche est immense. Nos compatriotes, tout à l'heure je l'ai dit, ce n'est pas un manque d'éducation, mais c'est de l'incivisme notoire. Vous voyez, je vais prendre un exemple tout simple. J'ai un beau marché à Makori, mais les femmes ne vendent pas à l'intérieur du marché, elles vendent sur le parking du marché. J'ai fait rentrer toutes les femmes, je suis obligé de mettre de la police 24 sur 24 pour espérer qu'elles rentrent dans le marché. C'est de l'incivisme. Et je pense que l'État doit vraiment aider les maires. Et quand vous voyez que toutes les rues sont occupées par des commerçants qui ne payent pas de patente, il y en a qui ne payent pas, qui sont des commerçants qui vendent à la sauvette. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'un maire, s'il veut réellement passer son temps à faire ce travail-là, il ne fera rien d'autre que de faire la police dans les rues, pour chasser les commerçants, c'est intenable. Je pense qu'il y a une véritable éducation. Il faut reprendre les choses à la base. Comme on disait, la crise, pendant les 15 ans de crise, la Côte d'Ivoire s'est déconstruite. Il faut rebâtir la Côte d'Ivoire, mais rebâtir aussi les mentalités. Expliquer aux gens qu'on ne fait pas le commerce partout, on ne vend pas où, n'importe quoi, n'importe où. Il y a des endroits qui sont réservés. Éduquer un peu les gens et puis aider les maires. Il faut que l'État puisse aider les maires. On parle de véritables moyens de police, mais aider les maires. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que la police soit là, que devant la police, on vende sur les rues. On dirait que c'est le travail du maire. Mais un policier, il peut chasser ceux qui vendent au bord des routes aussi. Il faut qu'il y ait une synergie d'action. Par les ministères, l'État central, l'État décentralisé, qu'on se mette ensemble pour vraiment remettre notre pays sur le chemin. Monsieur Koupou Nyoreba, sur la même question, quelles sont les actions à mener à votre avis? Bon, vous savez... Il y a tout à l'heure, vous allez parler, oui. Ouais, vous avez parlé de déguerpissement, mais entre nous, la zone en bordure de mer, ils ont déguerpi les gens il y a combien? Il n'y a pas une année quand même.
il n'y a même pas longtemps. Donc la réflexion va se mener. Je voulais dire aussi aux maires que les trottoirs, on les aménage. Regardez un peu ce que le maire du plateau est en train de faire. De la façon dont il aménage les trottoirs, mais personne n'aura le courage de venir devant son magasin, déposer ses étals pour pouvoir vendre. Donc il y a toute une étude à faire. Et nous, les architectes, nous voulons accompagner donc, la décentralisation des maires. Ailleurs, les gens ont des architectes conseils. Un architecte privé qui conseille une commune. Ça se fait déjà au Bénin. Ça se fait en Europe il y a longtemps. Donc, il y a des possibilités d'aider. Et en même temps, même les baraques que les gens enlèvent, on peut dessiner des kiosques. Des kiosques vraiment bien typés, bien jolis, et qu'on construit, qu'on peut louer donc, aux commerçants. La dame la disait, on paye comment on appelle, pas de porte à 500 000, 1 million, mais une fois c'est fait par la commune, mais vous allez voir que les choses peuvent changer, et quand c'est beau, la population ne vient pas. Quand c'est beau, les gens ne gardent pas. Mais quand il n'y a rien, évidemment, vous enlevez les gens sur le trottoir et vous ne faites rien. Ils reviennent. Le maire a lancé un message fort. Moi, je pense qu'il faut mettre ensemble les synergies pour pouvoir mener une action vraiment durable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes hors sujet. Quand je parlais de la politique de la ville, mais ça date de longtemps. Depuis que l'État s'est retiré donc, de la production de logement, l'État faisait donc la politique du logement en même temps que la politique de la ville, mais après, il n'y a rien. On a cédé donc, les productions de logement au privé, et aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de politique de la ville. Mais on a la chance, aujourd'hui, nous sommes dans la normalité, les choses vont dans le bon sens. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas amener l'État chaque fois à démolir. Parce que mettre l'État devant le fait accompli, ça pose aussi des problèmes. Donc, et les communes, et l'administration, et les techniciens que nous sommes, moi je dis toujours qu'il faut mettre des stratégies en place pour pouvoir mener des actions durables. Parce que, comme il le disait, c'est vrai, on a déguerpi le maire de Port-Boué. Ça peut être, peut-être, il peut ne pas accepter peut-être ce qui est arrivé, comme il peut accepter. Mais à un moment donné, pour faire l'aménagement, il faut l'intégrer dans le projet. Parce qu'après tout, c'est lui qui va gérer tout ce qui sera produit. Donc je pense qu'on s'est compris. Il faut mener la réflexion. La réflexion doit toujours dévancer l'action. Et la réflexion va continuer. Monsieur Célestin, lorsque j'entrais dans ce studio, quelqu'un m'a dit comme ça, attention, il faut dire aux représentants du ministre que Bouribana, on a commencé, mais on n'a pas terminé. Y a-t-il un relâchement? On peut, comme je le dis, on peut avoir le sentiment qu'il y a du relâchement. Mais je voudrais rassurer les Ivoiriens, il n'y aura pas de relâchement. C'est-à-dire que nous, évidemment, tous les différents ministères techniques différemment concernés, que ce soit le ministère de la Salubrité, le ministère des Infrastructures économiques ou nous-mêmes, le ministère de la Construction, eh bien, à chaque fois que ces démolitions auront lieu, eh bien, des projets vont être réalisés et on va s'organiser pour que ces projets-là soient réalisés dans des délais. On va prendre également toutes les dispositions nécessaires pour que ces espaces ne soient pas recolonisés à nouveau. Je rappelle quand même que ces démolitions-là coûtent des centaines de millions à l'État de Côte d'Ivoire, donc au contribuable lui-même. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va aller mettre tout cet argent-là, au lieu de réaliser des écoles primaires dans nos villages, des centres de santé et tout, mettre tout cet argent-là pour faire des démolitions. Donc bien évidemment, on en est conscient et il est clair que dans ces différentes communes-là, des projets vont être, j'allais dire, des projets existent déjà, ça c'est la première chose. Je rappelle aussi que dans la plupart des projets, avant de les monter, il y a toutes les études de faisabilité qui se font. Lors de ces études de faisabilité, là, les municipalités en général sont associées. Lorsque ce sont par exemple des partenaires, dans le cadre des partenariats publics-privés qui viennent de l'extérieur et qui font des propositions de projets, eh bien, les municipalités également sont associées pour que la réalisation des projets dans leur commune, n'est-ce pas, se fasse de façon intégrée. Donc, l'autre chose la plus importante sur laquelle nous on va insister, bien évidemment, c'est la question du civisme. J'y tiens. J'y tiens parce qu'il faut que les Ivoiriens soient fiers de dire « je respecte les lois de mon pays ». C'est important. Quand le maire dit « ne vous installez pas ici », que je ne m'installe pas parce que le maire l'a dit. Quand la loi de mon pays dit « il ne faut pas construire ici », je ne construis pas. Ça aussi, on peut apprendre. Et on peut y arriver. C'est important. Je dis qu'ailleurs, le développement, ce n'est pas seulement quand l'État met des milliards dans les infrastructures. Je vous assure. Le développement, c'est aussi cette capacité non seulement à bien gérer ce qui existe, mais cette capacité aussi à accepter les lois de mon pays. Ça compte.
C'est important parce que quels que soient les efforts que nous, État central ou décentralisé, on va faire, si à chaque fois, il y a quelqu'un qui me faisait sourire tout à l'heure, malheureusement, il dit oui, on sait que ce n'est pas correct, mais bon, on le fait quand même. Non, quand on sait que ce n'est pas correct, il ne faut pas le faire. Ça me paraît essentiel. C'est pour ça que je dis, ce genre d'émission-là est toujours une bonne occasion pour nous, n'est-ce pas, de sensibiliser les Ivoiriens, de demander aux autres partenaires, comme les consommateurs, quand ils ont l'occasion aussi, de sensibiliser les Ivoiriens. Apprenons à respecter les lois de notre pays. C'est important. Si le maire dit c'est interdit de construire, n'y allez pas. Si l'État dit c'est une zone non aedificandi parce que dangereuse, n'y allez pas. C'est possible et des solutions alternatives existent. Ne donnons pas l'impression que tant que je n'habite pas dans un quartier précaire, je ne vivrai pas. Non, non, pas du tout. Il y a des solutions alternatives. Et j'étais en train de le dire tout à l'heure. Nous avons, n'est-ce pas, proposé et nous sommes en train de mettre en œuvre beaucoup de solutions en ce qui concerne toute la question du logement dans notre pays. Même à l'intérieur du pays, les chantiers ont démarré. C'est quand même au total 72 chantiers qui sont en cours relativement à la question du logement. Aujourd'hui, si vous allez à Modeste, si vous allez à Bingerville, vous allez voir que les VRD primaires, c'est-à-dire tout ce qui est amener des réseaux d'eau, amener des réseaux d'électricité, sont en train d'être faits. L'État, à travers le partenariat avec le royaume chérifien, donc le Maroc, a obtenu, nous avons signé une convention d'endettement pour avoir 15 milliards. Ces 15 milliards sont disponibles aujourd'hui. Et nous sommes en train de réaliser ces VRD-là. Donc ces logements-là, dans les mois qui viennent, il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité. Malheureusement, vous allez trouver des Ivoiriens qui vont estimer que même pour 5 millions, c'est toujours cher. Je dis c'est un process. Commencez déjà par vous inscrire. Commencez déjà par payer le peu que vous pouvez payer. Et vous pouvez discuter un échéancier avec le promoteur. Ne partez pas du principe que c'est cher, je ne peux pas, et puis vous restez dans un cas. Il faut s'engager, il faut commencer. Il faut commencer. Voilà, il ne reste plus que quelques minutes, vraiment. On va faire un tour rapide d'une minute par personne. Monsieur le maire, des solutions qui font mal, c'est ce qu'il faut forcément. Lorsque vous regardez aujourd'hui Abidjan, de quel Abidjan vous rêvez? Ben, je rêve d'un Abidjan grand, beau, un Abidjan propre. Et c'est pas quand on voit les installations anarchiques, les femmes qui vendent de partout, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est en train de régresser. Je rêve de voir un Abidjan avec les rues dégagées, les rues propres, avec des fleurs, avec des plantes, voilà, et où tout est harmonieux. Je rêve aussi d'un Abidjan où, lorsque l'État veut changer la physionomie d'une commune, qu'on tienne compte de la vie de la commune. Par exemple, le schéma directeur, quand on est dans les détails, quand on signe R+4, 5, que le maire soit associé, parce que dans sa tête, peut-être, il a envie que tel quartier de sa commune, il n'y ait pas de R+4, 7, 8, etc. Que peut-être dans sa tête, dans cette commune, dans ce quartier-là, il veut avoir un R+2 seulement, ou R+3 seulement. Voilà. Et si l'État veut donner, il faut que la mairie donne son avis, qu'on y participe, où tout est harmonieux, où il fait bon vivre. Voilà, c'est mon rêve d'Abidjan. Monsieur Oupo Nyoliba, ce rêve est réalisable? Mais je m'inscris dans ce que le maire dit. Il est réalisable, l'architecte est là pour ça. Il faut travailler avec l'architecte. Quand on regarde les statistiques du permis de construire, mais dans le trimestre, il n'y a même pas 10 dossiers que l'ordre des architectes dépose, alors que la ville se construit. Et elle se construit souvent mal. Donc les maires doivent travailler avec les architectes, l'État doit travailler avec les architectes qui ont été formés pour la qualité urbaine, pour que la ville puisse se développer d'une manière harmonieuse et les concepts de durabilité, de développement durable, pour que cela soit pris en compte. Moi, je dis la crise nous a ouvert les yeux. On se rend compte que dans la densification, dans les quartiers résidentiels, des commerces se développent, des bureaux se développent. C'est-à-dire que la mixité urbaine est en train de se mettre en place. C'est de fait aujourd'hui. Alors, il faut mener la réflexion. C'est ce que j'appelle la réflexion, pour que nous puissions aller plus loin. Parce que la périphérie de la ville d'Abidjan, l'avenir de la ville, est en train de se détruire. L'autoroute qu'on vient de construire, la route de Bassam, et c'est la zone, sur le chemin directeur on a regardé, c'est la zone qui va faire l'avenir de la ville d'Abidjan. Mais moi je suis allé tout dernièrement, attention, les gens ont commencé à construire déjà des petites cases aux alentours. Donc il faut qu'on regarde dès maintenant. Et cette autoroute-là doit avoir un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on doit construire si on doit construire aux alentours, comment on doit le faire, et l'architecte est là pour... Justement, c'était cela notre crainte de voir cet espace qui n'est pas utilisé pour le moment. Voilà. Oui, M. Doukoua Godé. Bon, ce que je pourrais dire pour la question, c'est que je suis heureux que vous ayez organisé cette émission pour que tous les Ivoiriens, à tous les niveaux, soient interpellés.
de l'administration aux citoyens lambda, nous devons épouser ces idées du respect de la chose publique. C'est-à-dire tout ce qui est fait pour nous, nous devons avoir cette raison de respecter cela. Donc, il est important que toute politique qui va aboutir, cette politique doit être une politique harmonieuse, prenant en compte toutes les synergies de l'administration, mais également de la société civile que nous représentons ici sur ce plateau. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas faire un développement durable. Alors qu'on a besoin d'un développement durable pour aller à l'émergence, en tenant compte de nos mentalités. Il faut que nos mentalités changent. Qu'on apprenne à respecter nos lois sans qu'on soit obligé de nous mettre un bâton derrière les fesses. Et quand moi j'ai mal au cœur, quand je vois des gens qui traversent l'autoroute à Williamsville alors qu'on a construit un pont piéton, je me dis mais c'est pas possible. Il faut qu'on leur fixe des amadou ou quoi. C'est pas possible. C'est inimaginable. Donc il faut interpeller les gens à comprendre que ce qui est fait pour eux et pour leur mieux-être économique et social. En tout cas, merci M. Doukoua Godé, merci à vous aussi M. Nyoreba Goupo, merci M. le maire Raoul Labi et merci à vous M. Célestin Kouala. J'espère que cette émission permettra de reconstruire Abidjan. Vous l'espérez vous aussi. Merci à vous, monsieur, d'être venu sur ce plateau. À vous aussi, téléspectateurs, merci. Au terme de cette émission, je voudrais le rappeler, nous avons évoqué les questions relatives aux constructions anarchiques, aux installations anarchiques et d'éventuelles solutions. Et en espérant que ces différentes interventions vous permettront de mieux cerner la problématique et de mettre fin à ce phénomène. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve dans 15 jours. Bonsoir.